Revoilà dans la deuxième partie de la vidéo après cette coupure. Alors en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que effectivement, j'ai pas mis les bonnes photos, j'ai pas mis les photos qui avaient été que j'ai redimensionnées, j'ai mis les photos originales et en fait, le poids des photos était trop grand pour Booking. J'avais des photos entre 17 mégaoctets et plus de jusqu'à 22 mégaoctets et c'est un peu trop. Donc pour Booking, donc forcément ça a bugué. J'ai mis d'autres photos et on va passer donc à la partie suivante. Je suis désolé pour cette petite coupure, mais encore une fois, ce sont les aléas du direct. On va cliquer sur continuer. Nous allons arriver sur cette page où comment on va pouvoir en fait décider, enfin en tout cas indiquer à Booking si on va accepter le fait de prendre des réservations instantanées. Alors, en gros, Booking a toujours fonctionné comme ça. Booking, ça a toujours été de la réservation instantanée, contrairement à Airbnb. Par contre, aujourd'hui, Booking offre la possibilité aux propriétaires ou aux gestionnaires de biens en location courte durée de sélectionner une autre option qui est celle de passer plutôt par des demandes de réservation. Alors, c'est pas autant élaboré que sur Airbnb puisque sur Booking, on peut pas évaluer les voyageurs. Donc, en fait, un voyageur qui va faire une demande de réservation sur Booking, on va recevoir sa demande avec peut-être même le détail de sa demande s'il a des commentaires sur cette demande. Mais en fait, on va pas avoir d'autres options. Autre option que celle d'accepter ou de refuser sa réservation. On va même pas pouvoir en fait directement communiquer avec le voyageur. Donc c'est pas très utile. Je recommande de laisser la réservation instantanée. De toute façon, dans la mesure où vous avez mis les bonnes actions en place pour sécuriser tous les process pour votre activité de location courte durée, moi je passe par un formulaire de bienvenue, un formulaire de check-in pour récupérer à la fois la pièce d'identité du voyageur. Je prends aussi, comme je vous le disais, le dépôt de garantie obligatoire par empreinte bancaire. Donc j'ai jamais de problème en fait sur Booking ou ailleurs. Donc concrètement, moi la réservation instantanée c'est pas un problème. Donc bien entendu, je vous recommande de sélectionner cette option aussi parce que les voyageurs ont l'habitude de réserver, les voyageurs, enfin les utilisateurs de Booking ont l'habitude de réserver de manière instantanée. Donc bah ça peut être un frein pour ceux qui ont pas envie voilà de réserver, de faire une demande de réservation tout simplement. Et autre chose, bah, c'est que c'est un plus hein, dans la mesure où vous êtes en réservation instantanée, vous aurez plus de réservations et plus de réservations que si vous n'êtes pas en réservation instantanée. Donc, il y a différentes raisons qui expliquent le fait que je recommande de rester en réservation instantanée. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez choisir d'être en demande de réservation. Voilà, on va cliquer sur continuer une fois qu'on a fait notre choix. Nous allons arriver sur cette page qui va nous expliquer que tout simplement il y a deux possibilités. C'est où on va gérer nous-mêmes nos paiements. Donc on peut choisir en fait effectivement de gérer nous-mêmes les paiements par le biais de Stripe par exemple, ou par exemple on va demander aux voyageurs de nous payer au moment de leur arrivée. C'est possible aussi. Donc par différents moyens, peu importe ce qu'on aura défini, ou alors Booking va nous proposer effectivement de prendre en charge les paiements des réservations. Et en fait, il faut savoir que Booking utilise Stripe, donc c'est exactement la même chose. C'est pas plus cher d'utiliser Booking que d'utiliser Stripe par soi-même, puisqu'en fait, en fait, Booking nous répercute effectivement les frais de 1% plus quelques centimes que Stripe leur facture. Et c'est exactement la même chose que si vous mettez en place votre propre système de paiement avec Stripe, vous serez facturé de 1,1% plus quelques centimes. Donc 1,25%, pardon. Je sais plus ce que j'ai dit. J'ai peut-être fait une erreur, mais bon, en tout cas, c'est exactement le même montant en fait. Ça vous coûtera la même chose de gérer les paiements vous-même par Stripe ou de laisser Booking gérer les paiements par Stripe. Après, vous pouvez effectivement aussi décider d'appliquer d'autres conditions, à savoir le fait que les voyageurs vous payent en arrivant sur place. Voilà, bon, en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus courant. Donc là, Booking nous dit 1,4%. Donc je pense que oui, effectivement, ça couvre à la fois les 1,1% plus les quelques centimes. Voilà, une fois qu'on a sélectionné, donc en général, moi personnellement, je préfère que ce soit Booking qui assume la responsabilité des paiements. Pourquoi? Parce que si je gère les paiements, ça va me demander aussi plus de travail. Ça va me demander de checker si les liens de caution je vais être plus attentif à savoir si les liens de caution ont bien été envoyés aux voyageurs. Je vais devoir aller vérifier sur Stripe régulièrement si les paiements ont bien été encaissés, par exemple. Et ça va me demander, ça va être chronophage. Donc, je préfère laisser Booking, en fait, assumer la responsabilité des paiements. Et comme ça, s'il y a un pépin, ce sera aussi leur responsabilité. Donc, moi, ça me va très bien. Le seul inconvénient, c'est qu'effectivement, je suis payé plus tard. Mais honnêtement, c'est pas vraiment une problématique. Là, Booking va nous demander combien on va vouloir facturer, en fait, notre hébergement. Donc, il faut prendre en considération, c'est important, que dans cette partie-là, Booking va vous demander le prix que vous souhaitez mettre en place pour le nombre de voyageurs maximum. C'est-à-dire que si vous avez un hébergement, par exemple, de 8 couchages, mettez pas le prix pour 2. Ici, il faut mettre le prix pour 8.
dans un premier temps, parce qu'en fait, quand vous le verrez après, mais si vous mettez en place le prix par occupation, Booking va considérer que le prix que vous avez mis ici, c'est le prix pour 8 couchages. Donc, il va vous faire une proposition de tarif dégressif en vous disant, 7 couchages, c'est 5% en moins, 6 couchages, c'est 10% en moins, 5 couchages, c'est 15% en moins, et du coup, vous allez vous retrouver avec un prix oral et pâquerette. Donc, il faut savoir que là, on vous demande concrètement le prix pour votre taux d'occupation maximum qui correspond au maximum de couchages que vous avez dans votre hébergement. Donc là, j'ai pas encore fait l'étude de marché et tout, mais je vais mettre 89 € par exemple. Donc là, il me dit qu'effectivement, je vais avoir une commission de 18,40%. En fait, ça correspond tout simplement au montant de la commission Booking et aussi aux frais de paiement facturés par Stripe. Donc ça me fera en fait, je crois qu'il le dit d'ailleurs, commission et frais de Booking. Euh, Frais de Booking, c'est effectivement les frais Stripe, entre autres. Donc voilà, ça fait au total une commission de 18,40%, effectivement, une fois qu'on a que Stripe a englobé tous ces frais, en tout cas. Donc je vous recommande toujours de mettre en place cette promotion, donc de laisser cocher cette case. Démarquez-vous auprès des clients avec une réduction de 20%. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 30 premiers jours suite à la mise en ligne de votre annonce vont être vraiment décisifs. Donc concrètement, c'est en fait l'algorithme va prendre en considération votre performance sur les 30 premiers jours et c'est en fonction de cette performance que l'algorithme va choisir de vous mettre en avant ou pas dans les résultats de recherche. Donc ces 30 premiers jours sont primordiaux et il faut vraiment avoir des réservations le plus rapidement possible et avoir des bons avis idéalement le plus rapidement possible. Et c'est les deux objectifs principaux. Donc pour ça, effectivement, le fait de laisser en place la promotion de moins 20% pour les 3 premiers séjours, c'est un gros plus parce qu'en fait, Booking va vous mettre en avant et vous allez beaucoup plus facilement avoir vos premières réservations en un rien de temps. Pour ça, il faut prendre en considération que vous pouvez aussi majorer votre prix à la nuitée ici pour pouvoir absorber en partie ou en totalité cette fameuse déduction de 20%. C'est stratégiquement ce qui est d'ailleurs intéressant de faire pour pas perdre trop d'argent, ou on peut se dire aussi, ok, je prends moins de marge sur ces 3 réservations. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ces réservations. Donc dans ce cas-là, je vais l'appliquer, je vais même pas modifier mon prix de base. Bravo aux 3 premiers gagnants et merci, on continue. C'est encore une fois un vrai plus pour l'algorithme. Donc là, je clique sur continuer. Je vais arriver sur la page suivante qui va me proposer de mettre en place, enfin en tout cas, on va commencer à aborder le sujet des plans tarifaires. Donc là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez, j'ai mis un prix de base à 89 € pour 6 couchages. Donc voilà, c'est dégressif. 5 couchages, 84,55 €. 4 couchages, 80,10 €. 3 couchages, 75,65 € et tutti quanti. Donc ça, c'est le prix par occupation qui est proposé du coup par Booking. Bien entendu, on va pouvoir modifier ces métriques si on le souhaite. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux conditions d'annulation. Donc, par défaut, Booking vous propose de laisser le client annuler sa réservation à J-1 avant l'arrivée. Alors, selon ce que vous allez souhaiter mettre en place, vous allez dire OK, et dans ces cas-là, vous n'allez pas modifier. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous allez bien entendu cliquer sur modifier. Moi, je vais mettre en place ce que je mets en place au niveau de ma stratégie habituelle. Donc, protection contre les réservations instantanées, je vous propose de le laisser. Ça permet à un voyageur qui aurait fait éventuellement une réservation accidentelle de pouvoir se rétracter sous 24 heures. Et je vous recommande de le laisser parce qu'effectivement, ça peut arriver. Et puis, ça vous évite après de devoir vous dépatouiller avec le voyageur parce qu'il a fait une bêtise. Il a 24 heures. C'est après 24 heures, là, on peut plus considérer que c'est une bêtise. Je pense qu'on est en mesure de savoir que sa réservation était parfaitement souhaitée. Et voilà. Et l'erreur est humaine, mais il faut pas abuser. Vous m'avez compris. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on a modifié ça, donc on peut aussi modifier le prix par occupation. Pour ça, on va pouvoir soit laisser ça comme ça, ou soit tout simplement modifier en fait la commission qui va être déduite au fur et à mesure qu'on a un nombre de voyageurs dégressif. Et on va pouvoir, si on le souhaite aussi, non pas encore, ça viendra dans une autre partie. Mais voilà, c'est des choses qu'on peut modifier plus tard. Soyez rassurés si vous n'avez pas mis si vous n'avez pas eu le temps de faire votre étude de marché, location courte durée avant, par exemple, ou si vous n'êtes pas vraiment calé encore sur les prix que vous voulez mettre en place, c'est des choses que vous pourrez modifier dans tous les cas plus tard, comme tout le reste, tout ce qu'on est en train de paramétrer, on pourra le modifier plus tard. Voilà, donc pour les plans tarifaires, ok, c'est fait. Là, on me demande si je souhaite mettre en place ce qu'on appelle des conditions d'annulation, donc non remboursables. Donc en fait, l'idée, c'est que je peux proposer aux voyageurs de réserver avec 10% en moins que le prix public, entre guillemets, le prix standard.
Mais par contre, la réservation sera non remboursable dans tous les cas. Donc ça, c'est intéressant de mettre en place, mais il faut pas le mettre en place n'importe comment. Il y a des choses à savoir pour savoir si effectivement, enfin, si on met cette action en place, par exemple, il faut pas que ce soit une réservation qui puisse être faite 2 jours avant l'arrivée. Il n'y a pas d'intérêt d'offrir 10% de réduction aux voyageurs qui assure à 99% de pas annuler sa réservation. Donc il faut définir un délai entre la réservation et le check-in pour me proposer ces conditions. Bref, après, c'est très stratégique, c'est un peu trop technique, je suis désolé, mais bon, voilà, je voulais faire cette parenthèse quand même. Et voilà, on peut modifier en tout cas ces conditions et définir là, par exemple, le pourcentage de réduction qu'on va proposer aux voyageurs qui, si on accepte de proposer des conditions non remboursables. Et si on veut pas proposer de conditions non remboursables, on va simplement le décocher, cliquer sur enregistrer. Et ensuite, on va pouvoir modifier les autres paramètres, à savoir, est-ce qu'on propose une réduction à la semaine? Par défaut, Booking vous propose de mettre en place une réduction de 15% pour les séjours à partir de 7 nuitées. Si vous êtes OK avec ça, vous cliquez, et si vous êtes OK avec ça, et aussi le fait que le voyageur peut annuler sa réservation dans les 14 jours avant son arrivée. Mais bon, ça, en fait, ça se met à jour par rapport à ce que moi j'ai défini tout en haut, tout à l'heure. Donc là, en général, c'est toujours, ce sera toujours OK par rapport à vos conditions. Mais en tout cas, si je veux modifier, par exemple, dire que non, 15% c'est trop cher, enfin c'est une réduction trop conséquente, je veux bien mettre 10%, je vais mettre 10%, je vais enregistrer. Et voilà, donc on vérifie bien en tout cas les conditions standards des réservations, au niveau des conditions d'annulation, au niveau du plan tarifaire non remboursable et au niveau du tarif à la semaine. Et on clique sur continuer tout simplement. Voilà, Booking va nous demander si on souhaite en fait ouvrir l'hébergement immédiatement. Donc dans ces cas-là, c'est par défaut coché sur dès que possible, on le laisse, ou à une autre date si on décide d'ouvrir notre hébergement dans un mois. Là, dans mon cas, c'est à partir de lundi prochain. Donc là, nous sommes jeudi, on va dire à partir de lundi, mon hébergement est ouvert, 4 novembre. Donc là, c'est fait. Au moins, ça évite que l'établissement soit réservé alors qu'il est fermé, bien entendu. Là, est-ce qu'il me demande si je veux synchroniser en fait mon calendrier avec un autre calendrier? Donc là, c'est pas le cas, je vais mettre non. Si vous voulez effectivement synchroniser votre calendrier avec un lien iCal, vous allez pouvoir sélectionner. Ici, je vais importer les dates indisponibles depuis un autre calendrier. Vous copiez votre lien de calendrier iCal ici, d'Airbnb ou d'ailleurs, peu importe, et vous allez cliquer sur importer et ça va directement bloquer les dates en fait sur votre calendrier qui ont été réservées sur la plateforme du calendrier du lien iCal que vous avez simplement ajouté ici. Donc moi, c'est pas le cas. Ensuite, souhaitez-vous autoriser les séjours de plus de 30 nuits? En Espagne, moi, c'est non parce que c'est 30 nuits maximum pour la location courte durée. En France, oui, on est à Nantes, donc c'est oui. Je vais autoriser les séjours à hauteur de 90 nuitées puisque c'est conforme à la législation en France et tant que c'est pas 90 nuits, tout va bien dans le meilleur des mondes. Le numéro de déclaration, bien entendu, c'est important de remplir ça. Donc là, on va effectivement mettre une donnée qui est pas à jour, certes, mais l'histoire, c'est d'avancer un peu. Le prénom du propriétaire. Donc là, pour l'instant, c'est pareil, c'est des choses que je modifierai plus tard. Mais il faut savoir que ça va aussi envoyer un contrat au propriétaire avec les informations qu'on aura rentrées ici. Mais bon, c'est pas grave, c'est un truc que je peux mettre à jour après. C'est pas très grave. Donc l'adresse, j'avais mis tout à l'heure, non, c'est pas ça. J'avais mis mon adresse à Nantes, donc je vais la récupérer. Une petite seconde. Elle est là. Ok. Donc je fais mon petit copier-coller. Je vais mettre la bonne adresse, au moins ce sera fait. Le nom, je vais mettre un faux nom pour l'instant, c'est fait. L'adresse, ok. Donc là, c'est juste le numéro de voie. Là, ça va être le nom de la voie, autant pour moi. Le numéro, il est là. Donc 4, c'est ici. Le nom de la voie, c'est ça. Et 44 300 Nantes. Je descends. Numéro de la voie 4, c'est OK. De quel type de résidence? Donc, c'est une résidence secondaire. Nom de la voie, numéro de la voie du logement, information complémentaire de la voie, blablabla. Bla. Ce que je comprends pas, c'est qu'il me demande pas le code postal. Mais je l'ai fait tout à l'heure, je sais plus. Non, mais là, de toute façon, c'est pour les coordonnées du propriétaire. Donc bref, je mettrai ça à jour plus tard. Une fois que vous avez rempli ça, vous cliquez sur continuer. Là, important, il faut savoir que Booking récupère la taxe de séjour dans les réservations des particuliers pour les redistribuer à votre municipalité. Donc là, je vous parle de la France. Donc la taxe de séjour est due pour tous les loueurs en location courte durée.
Booking donc récupère les loueurs en location courte durée, donc particuliers. C'est différent pour les professionnels, mais en tout cas, Booking récupère cette taxe de séjour au moment du paiement de la réservation par les voyageurs et reverse cette taxe de séjour à la mairie. En gros, vous n'avez rien à faire. Donc si c'est le cas, vous allez cliquer sur non, non et non. En gros, on vous demande si vous avez un numéro de TVA, donc c'est pas le cas. On vous demande si vous êtes soumis. Alors là, excusez-moi. Cette taxe s'appliquera uniquement aux réservations dont le paiement entre les clients et partenaires français. Là. Veuillez répondre aux questions. Vos 3 réponses, ok, d'accord. Si vous êtes un partenaire professionnel ou non, donc là, vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas soumis à la TVA et vous ne déclarez pas vos revenus en tant que professionnel pour les impôts directs. Donc, c'est non, non, non. Et vous allez ensuite simplement préciser. Donc, bien entendu, si c'est pas votre situation, ne mettez pas non, non, non. Si vous êtes professionnel, enregistré, société de gestion immobilière ou autre, bien entendu, mettez votre numéro de TVA intracommunautaire, indiquez que vous êtes un professionnel et indiquez que vous déclarez vos revenus en tant que professionnel. Là, je simule pour un particulier. Dans la majorité des cas, c'est le cas. Donc, enfin, en tout cas, pour ceux qui vont visionner mes vidéos. Donc, ensuite, vous devez sélectionner la catégorie de votre logement. Donc là, dans la mesure où vous êtes un hébergement non classé, vous allez simplement sélectionner hébergement en attente de classement ou sans classement. Si vous êtes un logement classé à tout France, vous allez pouvoir tout simplement sélectionner le nombre d'étoiles qui vous a été attribué. Et là, vous aurez donc une taxe de séjour fixe. Mais c'est pour que Booking puisse définir le montant de la taxe de séjour à prélever sur les réservations en fonction de votre situation, puisque cette situation diffère selon le fait que vous ayez un hébergement classé ou non. Ok, ça c'est ok. Et pour cette partie-là, vous allez indiquer dans la majorité des cas, vous êtes un meublé de tourisme. Donc c'est ce que vous allez sélectionner. Si vous êtes une chambre d'hôte, sélectionnez bien chambre d'hôte. Si vous êtes un terrain de camping ou une autre catégorie, sélectionnez bien la bonne catégorie. Une fois que c'est fait, il manque quelque chose, on dirait, puisque je ne peux pas cliquer sur continuer. Oui, c'est la catégorie. Ok. Donc ça c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur continuer, bien entendu. On arrive sur cette partie qui nous indique qu'on a fait tout le nécessaire. C'est un mensonge. On aura encore plein de choses à faire. Vous verrez. Donc là, l'idée, c'est de dire, OK, j'accepte les conditions et d'ouvrir son hébergement. Je ne vais pas cliquer sur le bouton car je dois mettre 2-3 petites choses en place. Sachez que là, c'était la première partie, comment créer votre annonce sur Booking sans faire d'erreurs courantes. J'espère que ça vous a été utile. C'est une vidéo que je vais mettre en public. Pour aller plus loin, je propose moi mon accompagnement ultra complet pour les loueurs en location courte durée, les gestionnaires de biens en location courte durée qui veulent se perfectionner et d'ailleurs même décupler et même exploser leurs revenus sur Booking. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais réticent à l'idée d'utiliser Booking et croyez-moi que en tant que gérant de conciergerie, j'avais de toute façon l'obligation d'optimiser les revenus pour mes propriétaires et indirectement pour ma conciergerie. Et il était en réalité impensable que je ne puisse pas exploiter Booking pour pouvoir développer mes revenus. Et croyez-moi que ça a été une des meilleures surprises dans mon parcours et dans mon aventure pour la conciergerie, puisque aujourd'hui je suis pour moi et pour les personnes que j'accompagne aux environs de 60-65% de réservations via Booking. On loue beaucoup plus cher les mêmes logements sur Booking par rapport à Airbnb, c'est pas la même clientèle. Bref, je pourrais vous faire plein d'éloges de Booking à plein de niveaux, mais en tout cas, j'étais réticent au fait d'utiliser cette plateforme. Et aujourd'hui, honnêtement, je ne peux que la recommander. C'est en tout cas pour moi la plateforme numéro 1 pour différentes raisons. Voilà, c'est important que vous le sachiez. Donc mon accompagnement, comme je vous l'expliquais, en fait, c'est une formation complète avec des modules, des ressources téléchargeables, des parties texte où vous allez explorer en détail en fait tout l'univers de Booking. En fait, je vais vous expliquer chaque paramètre en fait à quoi ça sert, comment les paramétrer en fonction de votre situation. C'est 47 chapitres. C'est pas, excusez-moi de l'expression, mais c'est pas du pipi de chat comme on a l'habitude de trouver avec les vendeurs de rêves et les vendeurs de formation. Je suis là pour vous apporter des vraies compétences, une vraie connaissance de l'outil Booking. De toute façon, je reste disponible pour toutes les personnes qui suivent mon accompagnement, mes différents accompagnements. Je reste disponible pour vous aider justement à résoudre des problématiques quand c'est le cas.
Et puis voilà, je veux dire, je laisse pas les gens en plan. Et voilà, utiliser Booking, c'est une vraie mine d'or, honnêtement. Donc profitez-en. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. N'hésitez pas en tout cas à vous abonner à ma chaîne si vous avez besoin d'avoir des tips, des astuces, des recommandations, des petits tutos sympas, des trucs comme ça. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée ou de journée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur un autre tuto. Ciao, ciao. Ah, putain.